Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là pour cette première édition de Conso for Change. L'idée aussi de Conso for Change, c'était de donner la parole à des intervenants de la grande consommation qu'on n'entendait pas toujours. On entend souvent les mêmes quand il s'agit de parler de RSE et de grande conso. Là, vous allez voir, on met en lumière des gens qu'on n'entend pas toujours. Et donc, on va commencer avec Benoît, que je cherche des yeux. Benoît Granier, du coup, qui est responsable alimentation du réseau Action Climat. Benoît. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation à cet événement. En effet, je suis responsable d'alimentation au réseau Action Climat. La photo n'est pas trop mal, je peux la laisser quelques secondes. Mais je vais quand même passer à la suite pour vous montrer en image le réseau Action Climat. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette ONG, je ne suis pas certain. C'est une fédération de 37 associations françaises, dont 27 assos nationales, que vous connaissez pour la plupart. Vous avez Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF, le Secours catholique, Action contre la faim, Oxfam. En fait, c'est 27 associations nationales, plus une dizaine d'associations locales, qui travaillent pour une transition écologique et solidaire, dans l'idée que la transition sur le climat doit couvrir l'ensemble des enjeux écologiques et avoir aussi une dimension de transition juste. Alors, le réseau Action Climat fait surtout du travail de plaidoyer, de vulgarisation scientifique. Et donc, par plaidoyer, on entend tout ce qui va être le travail de représentation auprès de la puissance publique et le fait de faire des propositions, des décryptages concernant les politiques publiques. Et à ce titre-là, voilà, le réseau Action Climat siège au Conseil national de la transition écologique, au Conseil économique, social et environnemental et au Conseil national de l'alimentation, où j'ai l'honneur de représenter le réseau Action Climat. Notamment en ce moment, les débats, j'y reviendrai tout à l'heure, sur la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui devrait être publié d'ici la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un rapport que déjà certains et certaines à qui j'ai parlé ont déjà vu passer, voire certains ont lu en détail, ce qui fait plaisir de voir que c'est aussi utile pour les acteurs du secteur. Un rapport qu'on a fait sur la grande distribution. Je ne sais pas si vous pouvez lever la main, si vous l'avez déjà vu passer, ça vous évoque quelque chose ou pas. Quelques mains levées, mais en même temps, si tout le monde avait levé la main, ça serait embêtant que j'en parle pendant 20 minutes, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc je vais présenter ce rapport-là en précisant assez rapidement d'abord pourquoi est-ce que le réseau Action Climat s'intéresse à l'alimentation, puisqu'on ne pense pas forcément toujours à l'alimentation quand on parle de changement climatique. Et évoquer aussi les recommandations qui sont portées par le réseau, à la fois pour les pouvoirs publics et pour les entreprises du secteur. Alors pourquoi est-ce que l'alimentation est un enjeu important pour le réseau Action Climat? Parce que notre alimentation, c'est à peu près un quart en France de notre empreinte carbone. Vous pouvez voir ici la répartition. Les transports, c'est le premier poste. Mais ensuite, que ce soit l'empreinte carbone ou que ce soit les émissions territoriales, soit l'alimentation, soit l'agriculture, c'est le poste numéro 2, avec entre 1/5 et un quart des émissions. Donc on a un enjeu important. Si on regarde ensuite le détail d'où viennent ces émissions de notre alimentation, on se rend compte que même si on parle beaucoup des questions de manger local pour le climat, sauver du CO2, etc. Alors manger local a plein de vertus, c'est quelque chose qu'il faut absolument promouvoir, pas que pour les questions environnementales, mais si on va regarder après de près la question climatique pure, on se rend compte que 2/3 des émissions de notre alimentation, en fait, c'est l'amont agricole. C'est lié à qu'est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on le produit, et c'est lié notamment au méthane rejeté par les ruminants, les engrais de synthèse, à la fois pour leur fabrication et après lors de leur épandage, qui vont aussi émettre dioxyde, de l'azote, etc. Donc vous avez cette question de l'agriculture, quand on parle d'alimentation, qui est centrale, avec cette question des transports, qui représentent en fait 19% des émissions. Et si on regarde même les transports uniquement entre la production et le lieu d'achat, donc avant l'achat par le consommateur, on est à seulement 13% des émissions. Donc on se rend compte que tous les maillons sont importants si on veut baisser les émissions du secteur de 50% à horizon 2050, qui est l'objectif fixé par la France. Mais que cette question du coup de l'amont agricole, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on produit ce qu'on mange, est vraiment centrale si on veut être sérieux dans les stratégies de baisse des émissions, notamment Scope 3. Et quand on regarde ensuite la décomposition des différentes émissions de notre alimentation, là encore, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les produits animaux au sens large, donc incluant les produits laitiers, les œufs et le poisson, c'est plus de 3/4
de notre empreinte carbone si on exclut tout ce qui est boisson. Si on regarde vraiment les aliments, plus des 3/4, c'est les produits d'origine animale. La viande elle-même pèse environ la moitié. Donc on a un levier qui est incontournable si on veut être sérieux quand on parle de baisse des émissions. Sachant qu'aujourd'hui, le niveau de consommation de viande en France, qui est entre 110 et 120 grammes par jour en moyenne, hein, avec une grande variété, mais en moyenne, c'est non seulement 2 fois plus que la moyenne mondiale, mais c'est aussi 2 fois plus que ce qu'on consommait il y a un siècle. Et là, on parle de consommation par personne. On prend compte du coup de la croissance démographique. Donc il y a vraiment une trajectoire d'explosion de cette consommation qui est liée aussi au développement des élevages de type intensif, voire industriel en France. Aujourd'hui, de plus en plus d'importation de viande aussi qui est nécessaire pour répondre à cette demande. Donc on a des non-sens d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique aussi de plus en plus. Et si on regarde en fait l'ensemble de la littérature scientifique, les différents modèles prospectifs, publics, privés, internationaux, européens, français, il y a en gros un consensus pour dire qu'il faudrait réduire cette consommation entre 40 et 70% en fonction des modèles à horizon 2050. Un autre point qui est très important, vous devez être familier aussi avec ce message du moins mais mieux. L'idée, c'est pas juste de dire il faut manger moins de viande ou arrêter de manger de la viande, il faut en manger moins, mais de meilleure qualité. À un moment donné où on a de plus en plus de viande qui est bas de gamme, qui est importée, qui a beaucoup d'impact, pas seulement sur le climat, mais sur les milieux, que ce soit la pollution de l'air, la pollution de l'eau, des importations qui profitent du coup même pas à l'élevage et à la ferme France. Donc il y a cet enjeu, ce consensus un peu scientifique aujourd'hui sur l'idée d'aller vers le moins et mieux, qui s'ajoute aussi, et c'est là où c'est aussi intéressant quand on parle de responsabilité aussi pour les entreprises, d'un enjeu de santé publique. Puisqu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être les recommandations du PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, qui parle de 5 fruits et légumes par jour, mais aussi de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine et de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine. Or, si on regarde aujourd'hui dans la population adulte, là on parle des 19-60 ans, parce que pour les statistiques, ce n'est pas exactement les mêmes tronçons, mais juste pour les 19-60 ans, le plafond sur la charcuterie est dépassé par un tiers de la population. Enfin, la charcuterie, pardon, c'est 2 tiers, et sur la viande rouge, c'est 1 tiers. Donc, ce qui est associé à un certain nombre d'augmentations de risques de cancer colorectal, d'autres cancers, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc, il y a un enjeu en fait, de santé publique qui vient s'ajouter aux questions climat. D'autant plus que, là c'est aussi des chiffres que je remets à titre d'information, mais 3/4 des Français ne consomment pas les 5 fruits et légumes par jour. Les légumes secs, dont la recommandation est d'en prendre 2 portions par semaine, il n'y a même pas un Français sur 2 qui en mange une fois par semaine. Et là, ça va susciter des carences en fibres, en certains minéraux et vitamines, etc. Donc le problème aujourd'hui de l'excès et des carences, il est plutôt lié au fait qu'on consomme trop de produits d'origine animale et pas assez d'aliments végétaux de qualité. Alors pourquoi je raconte tout ça? Pour parler de la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème qui est que cette consommation de viande, malgré ce qu'on entend souvent, elle ne diminue plus. Elle a baissé des années 90, si on regarde la consommation par personne, hein, on voit bien ici, de 90 à 2010 à peu près, on a une baisse, grosso modo, de la consommation de viande par personne. Mais depuis 10 ans, on est en stagnation. Et compte tenu du fait de la croissance démographique, on a une hausse de la consommation de viande qui est en plus de plus en plus absorbée par une hausse des importations qui est très forte sur la volaille et qui progresse aussi pour la viande bovine, tout ce qui va être la viande hachée. Donc cette consommation de viande ne diminue plus. Et donc il y a un enjeu, comme j'ai expliqué juste avant, qui est important à la faire baisser. Alors un type de réponse qu'on nous oppose souvent, c'est celle de dire c'est la faute du consommateur. Surtout qu'il dit qu'il mange moins de viande, il dit qu'il est prêt à manger plus durable, mais il ne le fait pas. Donc on rejette la responsabilité sur un consommateur qui serait schizophrène. C'est une petite musique qu'on entend souvent, donc qui est pratique parce qu'elle dédouane la puissance publique et les entreprises au passage, mais qui est assez simpliste, voire complètement erronée si on regarde un petit peu ce que nous disent toutes les recherches en sciences sociales, que ce soit en sociologie, en psychologie, en économie comportementale aussi, qui nous explique qu'il y a beaucoup de facteurs en fait, qui vont influencer les actes d'achat du consommateur. Il y a tout ce qui va être lié aux habitudes, aux imaginaires, les stéréotypes qu'on va avoir. Hein. Le fait que manger végétarien pour un homme, c'est quand même pas terrible, parce que où est-ce qu'on va trouver les muscles? Le fait que manger de la viande rouge, hein, puissance de virilité, faire un barbecue, etc. Tout ça, ça infuse beaucoup. Et ça ne sort pas de nulle part non plus, c'est aussi entretenu par des campagnes de publicité, de communication, de marketing, etc. La question du pouvoir d'achat. On peut vouloir manger bio, mais si on a 3 enfants, qu'on gagne le SMIC et qu'on a un conjoint qui est au chômage, on ne peut pas acheter des légumes bio pour toute la famille. Et la question de l'offre et des pratiques des entreprises du secteur agroalimentaire. Voilà donc, dont je vais parler un peu plus précisément. Pourquoi?
parce qu'à la fois les industriels et les distributeurs ont beaucoup d'influence sur les comportements d'achat, à la fois par le choix des produits qui vont être présents ou absents dans les rayons, premier élément. Ensuite, le choix des produits qui vont être mis en avant. Qu'est-ce qu'on va dans les têtes de gondole, dans quel positionnement, dans les linéaires, est-ce qu'on va mettre les différentes gammes, en particulier, est-ce qu'on va mettre les produits bio, est-ce qu'on met les alternatives végétales, ou est-ce qu'on met à l'inverse les viandes premier prix, importées, etc. La viande industrielle, ultra transformée, qu'on trouve aussi en très bonne place. Tous les cordons bleus, tous les nuggets avec de la viande importée sont souvent bien placés dans les linéaires. Les choix des produits en promotion, est-ce qu'on décide de acheter un offert, etc., pour des produits qui sont sains, qui sont durables, ou plutôt pour des produits qui cochent aucune de ces deux cases. La question des publicités et des catalogues qui est très importante aussi. La question des marges, est-ce qu'on décide de faire des marges très compressées sur certains types de produits ou sur d'autres? Sur quels produits est-ce qu'on va faire des surmarges? Et j'en parlerai tout à l'heure, mais malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Et un autre levier aussi qui peut avoir une influence, où là, on a d'ailleurs quelques enseignes qui font des choses intéressantes comme Carrefour. C'est est-ce qu'on utilise ces avantages clients, les programmes de fidélité, pour favoriser les achats vers les produits plus sains et plus durables. Et voilà, il y a cette cagnotte pour les fruits et légumes, par exemple, qui a mis en place Carrefour il y a quelques temps déjà. D'autres enseignes qui font ça aussi pour les produits bio, qui peuvent être intéressants. Et donc, c'est partant de ce constat-là que le réseau Action Climat a travaillé pendant à peu près 1 an pour élaborer une grille avec 40 indicateurs pour mettre une note sur 100 points pour les 8 principales enseignes de la grande distribution en France. Un travail donc qu'on a réalisé en travaillant à la fois en recensant les documents officiels, les documents RSE, devoirs de vigilance, etc., en regardant également tout ce qui était les catalogues pour les promotions. Et on a eu à peu près 150 visites de magasins pour aller voir dans les rayons quels produits étaient en promotion, quels produits étaient mis en avant. Si on allait voir le steak haché ou le poulet, quelle partie de l'offre était en bio ou en label rouge. Les plats préparés, qu'est-ce qu'on avait comme plats qui étaient avec de la viande et du poisson? Est-ce qu'on avait des choix de plats qui étaient aussi sans viande parfois? Donc on a fait tout ça. Le rapport est disponible sur notre site. Et on est arrivé à un constat qui est grosso modo assez négatif, vu que les notes étaient entre 6 et 9 sur 20 entre les enseignes, avec Monoprix et Carrefour qui se distinguaient, Carrefour qui avait la meilleure note, même s'ils n'atteignent pas la moyenne, et Leclerc qui avait la pire note, un petit peu en retrait après les autres enseignes. Alors, le fait qu'on n'ait pas eu un étalement très important des notes peut paraître surprenant. En fait, il n'est pas complètement, parce qu'on a regardé différents éléments, notamment les questions de transparence sur les impacts, et on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'enseignes qui étaient à la traîne encore sur ces questions, surtout si on compare avec d'autres pays, dans des pays voisins, comme aux Pays-Bas par exemple, ou parfois en Grande-Bretagne où ça va un peu plus loin. Et surtout, le gros problème qu'on avait, c'était que même si on avait des enseignes qui faisaient des choses intéressantes, comme des engagements à baisser les émissions Scope 3 par exemple, comme Carrefour, comme le groupe Casino, comme Auchan, on regardait, c'est qu'à côté de ça, il y avait toujours ces politiques pour inciter à la surconsommation de viande et de produits laitiers. Et en fait, vous avez beau avoir des objectifs de baisse des émissions Scope 3, si à côté de ça, vous continuez à tout faire pour que les consommateurs achètent toujours plus de viande et de produits laitiers, qui plus est d'origine industrielle, voire importés pour tout ce qui est plats préparés et produits transformés, il n'y a aucune chance d'atteindre ces objectifs en fait. Et les chiffres que je vais vous présenter ensuite expliquent en fait cette note qui est assez négative. Moins de 10% du poulet proposé était sous label bio. Moins de 10% des steaks hachés aussi étaient en label bio. Quand vous regardez ensuite les produits qui étaient en promotion, c'était systématiquement, je crois qu'on a trouvé une seule exception en passant en crible les catalogues de promo sur plusieurs mois, où il y avait de temps à autre une promotion, une mise en avant de ce que ça allait être de la viande en label rouge ou bien en bio, mais systématiquement ça allait être du coup des viandes sans aucun label. Ce qui veut dire en France, malheureusement, pour tout ce qui est viande bovine et viande porcine, des élevages qui sont très intensifs. On s'est aussi intéressé un petit peu aux marges. Alors, on a eu du mal à accéder aux données brutes, mais en recoupant avec pas mal de déclarations des services RSE, moins les services RSE, parce qu'ils étaient un petit peu gênés pour parler de ce sujet-là, ils bottaient assez en touche, mais avec différents experts de la grande distribution, des personnes qui travaillent dans le secteur, qui avaient accès à des données, etc., il y a plus de marges qui sont faites en fait sur les viandes qui sont en bio, qui sont en label rouge, que sur les viandes de type porc industriel, où là les marges sont vraiment compressées. Et la conséquence, c'est que le prix des viandes de qualité est gonflé de manière artificielle.
Et à l'inverse, les prix des viandes de mauvaise qualité, le prix est très bas. À côté de ça, il y a les promos, c'est mis en avant. Et la conséquence, si on n'a pas les moyens, on va acheter ces viandes-là. Et les viandes qui sont un peu plus chères, de meilleure qualité, déjà qu'elles sont un peu plus chères à la base, mais si en plus il y a plus de marge qui est faite sur ces produits-là, il n'y a que les ménages vraiment aisés qui peuvent se les acheter. Donc ça réduit encore l'accessibilité de ces produits-là. Et l'autre élément aussi qui nous a semblé problématique, c'était cette statistique, 92% des plats préparés contiennent de la viande ou du poisson. Donc ça veut dire 8%, donc 8 plats sur 100 vont être végétariens. Alors si on regarde des produits dans lesquels si on enlève les produits avec du fromage, on était à 2 ou 3%, quoi. Des rayons, parfois, il n'y a pas une seule option, alors que cette question des fruits et légumes, des légumes secs, des céréales complètes, c'est ce qu'il faut manger pour la santé, pour le climat. Et là, j'ai mis le chiffre moyen, mais entre les enseignes, il y avait une diversité, on était entre du 85 et 95%, quoi. Donc sur cette question-là, c'est vraiment à peu près pareil pour toutes les enseignes. Et c'est d'ailleurs ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des enseignes qui font des efforts avec Carrefour, avec lundi c'est veggie, mardi aussi, mercredi aussi, Casino qui met en place des choses intéressantes et Monoprix pour aller vers une alimentation plus végétale. Mais si à côté de plus d'offres et quelques messages pour manger plus végétal, vous continuez à avoir des incitations à manger toujours plus de viande de mauvaise qualité, au final, il n'y a pas d'effet. Donc c'est pour ça que suite à cette campagne, on a produit un certain nombre de recommandations, à la fois pour les enseignes et pour les pouvoirs publics. Donc pour les enseignes, il y a cette question de cesser la publicité et les promotions pour les viandes et les produits carnés et laitiers issus d'élevage intensif, à l'exception des DLC courtes. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de les exclure des rayons, ce n'est pas quelque chose qui est réaliste à ce terme-là, mais d'avoir des engagements volontaires pris par les enseignes pour changer un petit peu ces politiques de promotion et de marketing. Sachant qu'il y a des pays d'Europe, notamment en Allemagne, où la majorité des enseignes se sont engagées à horizon, il me semble que c'est 2030, à exclure des rayons les viandes issues des élevages les plus intensifs. Il y a un système un petit peu comme pour les œufs en France, où on peut voir si c'est de l'élevage, pour les œufs, est-ce que c'est en cage, est-ce que c'est en bâtiment, etc. Et le choix a été pris par les principales enseignes de dire en 2030, les viandes issues des élevages qui sont vraiment plus intensifs, ce ne sera plus dans les rayons. Et en fait, on n'a pas ce type d'engagement en France, ni pour la présence dans les rayons, ni pour les pratiques de publicité, de promotion, etc. Un autre élément important, c'est la question de la viande durable, qui aujourd'hui n'est pas assez présente. Alors c'est vrai que le contexte n'est pas idéal avec le contexte d'inflation et de précarité alimentaire qui est assez importante. Mais ce n'est pas non plus une raison pour déréférencer, pour exclure ou mettre vraiment dans des parties des rayons qu'on ne va pas forcément voir, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que plus on met en avant les produits dans les rayons, plus on communique sur leurs vertus aussi, plus elles vont être consommées derrière. Et l'autre élément qui, lui, par contre, prend tout son sens quand on regarde le contexte actuel d'inflation, c'est la question des protéines végétales. Puisque les protéines végétales, si vous mangez des légumes secs, des lentilles, des pois chiches, des haricots tarbais, tout ce que vous voulez, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc il n'y a pas cette question de, avec la crise, on ne peut pas acheter bio. Là, il y a cette question de, au contraire, le fait de ne pas inciter à surconsommer des produits qui sont transformés ou des produits carnés qui quand même coûtent finalement plus cher que les protéines végétales, ça permet aussi d'alléger le porte-monnaie, en plus d'être meilleur pour la santé et d'être important sur la question climat. Et alors, je vais conclure assez rapidement. Je sais plus d'ailleurs, j'ai encore combien de minutes? Je peux encore continuer un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont prêts. On parle de la schizophrénie, mais la schizophrénie, dire il faudrait plus de bio, moins de viande, plus de légumes secs, il y a encore 15 ans, je vous aurais dit ça, vous auriez pu me dire, mais n'importe quoi, les Français, ils veulent pas ça, ça va pas marcher. Sauf qu'en 15 ans, il y a eu du chemin quand même. 24% des Français se disent flexitariens. C'est en croissance plus forte chez les jeunes. 57% des Français disent consommer moins de viande qu'il y a 3 ans. Bon, alors en vrai, ils en consomment pas vraiment moins, parce qu'il y a cette idée de biais de désirabilité, l'idée que quand je mange du jambon et du poulet, c'est pas de la viande, parce que c'est pas une entrecôte, et l'idée que quand je mange de la viande à l'extérieur, voilà, on oublie un petit peu. Par contre, c'est vrai que les Français achètent moins de viande. Les achats de viande en grande distribution, la cuisine de la viande chez soi, ça, c'est en baisse. Et on a aussi testé du coup nos recommandations pour les pouvoirs publics et pour les enseignes. Et on a entre 70 et 90% de taux d'adhésion de la part des Français, notamment très élevé. Là, c'est celle que je vous ai évoquée sur l'interdiction de la publicité. Là, qu'on demande du coup au pouvoir public sur les produits mauvais pour la santé et pour la planète, on est à 83%.
Pour enlever les viandes issues des élevages les plus intensifs, on est à 82%. Et pareil, pour avoir des produits plus durables, plus de protéines végétales, on est donc dans... Il y a une attente aujourd'hui, et le fait que les signaux, que l'offre, que l'environnement alimentaire en fait, soit encore complètement désuet et du siècle passé, fait qu'on a un blocage pour passer des comportements vers les actes. Il y a des analyses intéressantes de Céline Lenné du cabinet Alim Avenir sur ce sujet-là qui sont vraiment intéressantes. Et je conclue donc avec une recommandation, puisque le réseau Action Climat, comme je vous le disais au début, fait surtout du plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et comme on a cette stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat qui va être diffusée normalement à la fin de l'année, on a un certain nombre de recommandations qu'on a poussées ensemble avec, dans un premier temps, 54 organisations de patients, de familles, de professionnels de santé, de scientifiques, de consommateurs, environnementaux, de bien-être animal. Bon, les logos sont un peu petits ici. Mais je pense que vous aurez accès au PowerPoint après. Et plus récemment, on a envoyé une lettre ouverte, signée cette fois-ci par 88 organisations. Donc là, c'est simple, on quadrille en fait l'ensemble de la société civile sur les questions d'alimentation, avec parmi les demandes principales d'avoir cette question de l'interdiction de la publicité pour les produits qui sont nocifs pour la santé et pour la planète. Un encadrement aussi du taux de marge de la grande distribution sur les produits durables et de qualité, en particulier biologiques, et à minima une transparence pour savoir, dans les ventes de la grande distribution, quelle est la proportion des produits qui sont durables, qui sont bio, qui sont végétaux, qui sont animaux, et avoir de la transparence du coup sur les marges, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et dernier point, c'est la question de l'affichage environnemental, sur lequel il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, mais qui est un élément important si on veut aussi avoir une meilleure information du consommateur et aussi une incitation pour les industriels à reformuler leurs recettes et baisser leurs impacts. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de prendre vos questions.